relations sont au beau fixe. C'est important de le souligner dans le département. Il y a une qualité, et vous y tenez à cette qualité relationnelle entre vous. Hein. Absolument, absolument. Bon, ça en est entretenu donc régulièrement avec Rémi. Hein. Comme on a les mêmes relations d'ailleurs au niveau régional avec le directeur régional de l'OFB, Étienne Frégefond. Hein. Les relations effectivement sont au beau fixe et je m'en félicite. Voilà. Et je voulais profiter de cette occasion, encore une fois, pour vous remercier de vos interventions, et en particulier vos interventions pour la rédaction du schéma départemental de gestion cynégétique, hein, bon, qui n'a posé aucun problème au préfet donc, en matière de validation. Voilà. Notamment sur la sécurité, je crois. Vous êtes notamment sur la sécurité. Concernant les relations, effectivement, vous avez cité la loi de 2019 qui vous donne certaines missions, mais qui crée aussi l'OFB. La gouvernance de l'OFB, ce n'est plus la gouvernance de l'ONCFS, et l'OFB se devait de continuer à entretenir des relations avec le monde de la chasse, même si la gouvernance était beaucoup plus ouverte et il n'y avait plus le mot chasse dans le nom de l'OFB. C'est dans ce cadre-là qu'on peut se rapprocher et travailler ensemble, d'autant plus que les objectifs sont communs. Évidemment, le législateur a confié à l'OFB une mission très très importante qui est veiller à la sécurité à la chasse. Veiller à la sécurité à la chasse, ça passe par la délivrance du permis de chasser, c'est toujours l'OFB qui délivre le permis de chasser. Les fédérations forment, mais l'OFB délivre le permis de chasser. Et puis ça passe également par des relations avec le monde de la chasse pour pouvoir faire comprendre l'intérêt de la sécurité à la chasse, veiller à ce que la chasse puisse être une activité qui se fasse en toute sécurité pour les chasseurs et pour les non-chasseurs. Et intimement entre nous, on sait aussi que si on veut que la chasse perdure d'une manière cohérente et soit correctement acceptée par la société, il faut qu'elle montre qu'elle est vertueuse. Et la première de ces vertus, c'est dans la sécurité. Donc du coup, on a profité de la révision de ce schéma départemental de gestion cynégétique qui comprend une partie sécurité opposable, donc qui crée de la réglementation, pour travailler le plus en amont possible et avec le plus de proximité possible, afin d'intégrer dans le schéma tout ce qui nous sera utile sur le terrain pour le monde fédéral de la chasse, aller vers ces associations et ces chasseurs pour leur poser un cadre qui permet de chasser en toute sécurité, et pour nous, d'avoir des éléments réglementaires qui nous permettent de relever les éventuelles infractions. Nous, ce qui nous fait plaisir, c'est quand ça se passe bien, mais il y a toujours des petits manquements, on va dire, et c'est important de pouvoir les relever et que la réglementation soit bien comprise par tout le monde. Au-delà de la sécurité, vous accompagnez aussi la fédération sur la gestion des espèces et des territoires. On l'a vu dans le film tout à l'heure, on a parlé beaucoup de la perdrix. Là aussi, vous avez votre mot à dire, vous avez aussi des conseils à prodiguer. Oui, bien sûr, encore une fois, c'est un point commun, une convergence. Le législateur a confié à l'OFB, comme son nom l'indique, aussi Office français de la biodiversité, l'expertise sur la conservation de la biodiversité, la gestion des milieux, des espèces et des dynamiques des espèces. Parmi ces espèces, il y en a un certain nombre qui sont chassables. Les fédérations de chasseurs ont un intérêt à ce qu'elles soient correctement gérées, que leurs habitats perdurent. Et ça rejoint les missions de l'OFB. Donc évidemment, nous allons collaborer sur ce sujet-là. L'OFB a une grosse expérience issue de l'ONCFS, issue du Muséum national d'histoire naturelle, sur la gestion conservatoire et sur le suivi, beaucoup de recherches sur les espèces, que nous mettons à disposition des fédérations pour pouvoir monter des plans de gestion. Le plan de gestion sur la perdrix grise de montagne, par exemple, qui est particulièrement vertueux et qui a résisté au recours. Il faut savoir que dans d'autres départements,
Des plans de gestion qui n'avaient que le nom ont été également attaqués par One Voice et ont été cassés. Dans les Pyrénées-Orientales, on a fait quelque chose. Vous avez fait quelque chose. Nous n'avons fait que le regarder et vous aider. Vous avez fait quelque chose de solide, quelque chose de scientifiquement robuste, en reprenant des études de l'OFB, enfin de l'ex-ONCFS, qui déterminait les densités à l'hectare, les capacités, les possibilités de prélèvement par rapport au taux de reproduction, etc. Et du coup, ça résiste au recours, c'est très bien pour vous, et ça permet une gestion conservatoire et également de prélèvement de cette espèce-là, et donc tout le monde y trouve son compte, tout le monde est satisfait, et ça permet de conserver une espèce emblématique des Pyrénées, dans la montagne, et ça c'est important et c'est là-dessus qu'on se rejoint. De toute façon, c'est le passage obligé pour pouvoir continuer à chasser des animaux sauvages. Il faut gérer, il faut être très rigoureux par rapport à ça. Tout à fait, et c'est très très intéressant que cette expérience perdrix grise de montagne, elle soit en train de se décliner sur la perdrix rouge et puis sur le lapin. Sur la perdrix rouge, vous avez déposé un dossier éco-contribution. Vous avez des nouvelles là-dessus? Je ne peux pas vous en dire grand-chose, c'est en instruction. Non, c'est actuellement en instruction. On a rendu les avis régionaux et donc c'est une commission nationale qui valide les dossiers éco-contribution et qui sont même soumis alors, en bloc, en lot, pas examinés un par un, mais au conseil d'administration de l'OFB qui va voter. Je crois que le prochain conseil d'administration de l'OFB se réunit au mois de mai ou au mois de juin. Donc on ne pas tarder bien rapidement à avoir des nouvelles. Mais je pense que le dossier perdrix rouge est aussi solide et robuste que celui que vous avez fait sur la perdrix grise. Il ne devrait pas y avoir de souci. En 30 secondes, vous venez de parler d'éco-contribution. Vite, rappelez le cadre, 1 minute. Alors, en 1 minute, l'éco-contribution, c'est quelque chose qui a été créé par... alors, pas par la loi de 2019, du coup, puisque ça a commencé juste un peu avant, il me semble. Donc chacun de vous, quand il paye sa validation annuelle, verse un petit subside à l'éco-contribution. Cette petite subside, elle va à la Fédération nationale des chasseurs, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et elle va permettre de mettre en œuvre sur des projets de fédération départementale ou de fédération régionale de chasseurs, des projets qui ont pour but, éco-contribution, de conserver ou de restaurer des habitats d'espèces, évidemment d'espèces chassables, mais dans un cadre le plus large possible pour que ça bénéficie au fonctionnement des écosystèmes. Ce qui est finançable par l'éco-contribution est fixé par une convention qui est signée entre la Fédération nationale des chasseurs et l'OFB. Et donc du coup, quand vous contribuez à ces dossiers à hauteur de 1/3, l'OFB sur ses fonds propres finance à hauteur de 2/3. Donc 1/3 de l'éco-contribution vient de vos validations annuelles de permis de chasser et les 2/3 vient du budget de l'OFB. Je n'ai pas trop dit de bêtises, Monsieur le Président. Non, simplement pour préciser que la contribution du chasseur, c'est 5 € et l'abondement de l'État au travers de l'OFB, donc c'est 10 €. Sur 1 million de chasseurs, c'est 15 millions d'euros, donc qui sont redistribués dans les régions cynégétiques, donc voilà, en fonction de leur importance. Merci, Monsieur Arcento, de ces précisions. Merci. Merci beaucoup. Merci.